Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur Épistémé Entrepreneur, le média dédié à la science, à la technologie et à l'innovation. Aujourd'hui, avec mon ami le docteur Benjamin Delsol, qui est donc physicien quantique, mandataire européen en brevet et conseil en stratégie d'innovation avec un focus sur les deep technologies. Nous avons le grand plaisir d'avoir pour une deuxième séance le docteur Didier Castiel. Donc, Didier Castiel est donc économiste de la santé, enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Il enseigne à l'UFR Santé, Médecine et Biologie. Il est également chercheur au Centre des économistes de Paris-Nord, UMR CNRS 72 34. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous? Bien. Mais merveilleusement bien pour ce deuxième épisode. Absolument, absolument. Je rappelle que le premier épisode, on l'a enregistré, on a parlé du parcours de Didier et également sur une introduction un peu large sur ce qu'est l'économie de la santé et ses enjeux. Et aujourd'hui, Didier, vous nous avez concocté une petite conférence sur finalement les éléments clés qu'un entrepreneur ou un investisseur devrait connaître avant d'aller s'engager tête baissée, je dirais, à foncer dans le domaine de la santé, parce que c'est quand même un domaine très particulier. Est-ce qu'on est... Pardon, j'ai pas. Oui, est-ce que c'est le programme que vous nous avez concocté? Oui, oui, tout à fait. Non, parce que Benjamin a tout ça en même temps. C'était fait exprès. Non, j'ai bien calculé le coup. Oui, tout à fait. Que dire en introduction? Alors, le domaine de la santé, autant le dire tout de suite, est un domaine important au niveau économique. C'est un enjeu des sommes considérables au niveau économique. Si la santé faisait partie du budget de la nation, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque les dépenses de santé sont déterminées hors budget de l'État, hors budget de la nation, eh bien, si les dépenses de santé faisaient partie, étaient intégrées, donc financées par l'État directement, ce serait le premier poste des dépenses budgétaires. Donc ça, c'est quand même à savoir. Je pense que c'est déjà le premier élément clé à savoir, c'est que c'est un enjeu le plus important économiquement parlant, puisque les dépenses de santé représentent en 2023, alors ça dépend comment on compte, si on a plusieurs agrégats, la CSBM qui est la consommation de soins et de biens médicaux, ou la dépense courante de santé, la DCS, bon voilà. Si on compte la CSBM, donc la consommation de soins et de biens médicaux, ça représente 226 milliards d'euros aujourd'hui, en 2022. Alors 2023, mes chiffres 2022, évidemment, ceux de 2023 ne sont pas connus. La dépense courante de santé, donc, qui intègre des éléments supplémentaires dans le calcul, monte à 308 milliards d'euros. Donc, ce serait le premier poste budgétaire. Pour vous situer le budget de l'État, les recettes uniquement, je ne parle pas des dépenses, parce que vous savez qu'il y a un déficit public, mais les recettes publiques représentent à peine, entre guillemets, 360 milliards d'euros. Donc, comparé aux 300 milliards de dépenses de santé, vous voyez, on est quasiment aux recettes de l'État. Alors, bien sûr, le budget de l'État est un peu plus élevé, puisqu'il y a un déficit qui est de 161 milliards pour 2023. Donc, ça fait des sommes colossales. Autrement dit, c'est plus de la moitié des dépenses de santé correspondent au déficit de l'État. Voilà. Alors, c'est aussi d'ailleurs une raison pour laquelle, depuis très tôt, finalement, on n'a pas voulu intégrer véritablement les dépenses de santé dans les comptes de l'État et le financement public, parce que ce sont des sommes évidemment très, très importantes. Alors ça, c'est la première raison historique. On a voulu vraiment dégager la santé du budget de l'État. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est que les premiers, entre guillemets, comptables nationaux en matière de dépenses de santé sont d'abord et avant tout des médecins. Donc, ceci va expliquer un peu cela, c'est-à-dire qu'ils se sont appropriés, entre guillemets, un peu l'économie de la santé, si je puis dire. Et donc, la première comptabilité nationale pour la santé, pas comptabilité nationale générale, puisqu'elle est née avec la planification à partir de la Seconde Guerre mondiale,
mais la comptabilité spécifique à la santé va naître en 1956-1957, où il va y avoir une première comptabilité nationale. On va se poser la question, combien coûte la santé? Et qui va se poser cette question? Des médecins. Donc c'est assez paradoxal. Autrement dit, les premiers comptables nationaux sont des médecins. Et l'économie de la santé va être portée comme ça pendant au moins 2 décennies par des médecins. Donc ils vont vraiment s'approprier le domaine. Le premier manuel d'économie de la santé, je m'en souviens parce que j'ai un peu travaillé dessus à l'époque, premier manuel d'économie de la santé qui est sorti en 1971, qui s'appelait Économique médicale, hein, paru d'ailleurs chez Flammarion, était écrit par un médecin, Georges Roche, qui lui-même était issu du CREDOC, puisqu'il y avait à cette époque, au niveau du CREDOC, donc le Centre de recherche sur les conditions de vie, il y avait un département d'économie médicale, ou d'économique médicale, pour être plus exact. Et donc, ce département a pris en charge la comptabilité nationale de la santé. Donc, on a commencé, à partir de 1956, à compter un peu les choses, alors un peu comme ça venait, hein, et puis le système s'est affiné progressivement, ce qui a fini par donner lieu donc, à un premier manuel d'économie de la santé, qui est en fait, ce premier manuel d'économie de la santé, c'est en réalité l'approche comptable du système de santé. Voilà, comptable national, hein, comptabilité nationale, c'est-à-dire une approche macroéconomique du système de santé. Et donc cette affaire-là est lancée finalement assez tôt en France, hein, préoccupe vraiment assez tôt de l'économie de la santé, sans qu'il y ait d'économistes de la santé à proprement parler. Il faudra attendre 1968-69 pour que les premiers économistes de la santé émergent. Ils sont issus de la licence de sciences économiques de Rennes. Et oui, l'économie de la santé est née à Rennes. On a tendance à l'oublier, elle est rennaise. Ça, c'est aussi un point important à souligner. Et la première question qu'on va leur poser est celle du programme périnatalité. Autrement dit, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour, et combien ça coûterait surtout, pour réduire la mortalité périnatale. On a l'exemple des pays nordiques, particulièrement la Suède, qui est à cette époque à une mortalité de 14 pour 1000, mortalité périnatale, hein, bien sûr, de 14 pour 1000. Nous, on est à 18 pour 1000. On se dit, mais comment font-ils ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait dépenser pour arriver à rejoindre au moins le niveau des pays nordiques et notamment de la Suède et d'atteindre ce 14 pour 1000. Donc ce sera l'objectif du plan de 1900 qui sera élaboré en 1969 et mis en place à partir de 1970. Et ce plan donc va mettre en place des programmes et avec surtout, c'est assez truculent, donc on va demander à des économistes issus de la licence de sciences économiques de Rennes de travailler sur cette question-là en partenariat avec des obstétriciens, notamment il y aura Émile Papiernik qui va travailler sur ces questions-là en même temps avec des économistes. Donc c'est assez truculent et surtout, c'est que ce travail-là va donner naissance à un choix politique, à une décision politique. Alors, qui sera ce qu'elle sera ? Ce sera la politique toujours minimaliste, c'est un peu toujours le choix de la France, on dépense le moins possible, mais en tout cas, ça aura des effets conséquents sur la mortalité périnatale. Et l'économie de la santé va naître comme ça, en partant de la comptabilité nationale, en partant un petit peu de briques et de broc à Rennes, et puis surtout ce choix politique, cette volonté politique affirmée de mettre des moyens. Alors, ce sont des moyens minimalistes, ce sont ceux qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, il n'y a pas de changement truculent. Donc on va mettre l'accent sur la formation. Ce sera le grand point, hein, la formation des professionnels en salle de travail,
Les économistes de l'époque ont montré que ça coûtait 200 francs par vie sauvée. Alors ça, on a dit oui, on peut se l'offrir, donc on va le faire. Voilà. Donc on va apprendre les gestes de désobstruction, etc. Donc ça va améliorer évidemment le pronostic vital de l'enfant. Donc ça va être quelque chose d'assez significatif en termes de résultats. Et puis on va choisir aussi la surveillance de la grossesse, la surveillance de la mère. Alors on avait plusieurs variantes, pardon. Il y avait une proposition, 3 consultations prises en charge collectivement, 5 consultations, puis l'option 7 consultations. Bon, on a pris un chiffre moyen, on a pris 5. Voilà, pour ne pas dépenser trop non plus. Et c'est resté dans les pratiques. Hein. Donc aujourd'hui, il y a toujours, alors sauf complications, bien sûr, sauf grossesse à risque, il y a toujours 5 consultations prénatales qui sont prises en charge dans le cadre de la surveillance de la grossesse. Voilà. Donc, une histoire qui continue encore un peu aujourd'hui. Et pour l'anecdote, il existe toujours au sein du ministère de la Santé une ligne budgétaire pour le programme périnatalité. Elle doit être aujourd'hui de l'ordre de 10 ou 12 000 euros par an. Autant dire qu'on ne fait rien avec ça. Mais bon, symboliquement, elle existe. Voilà, donc ça c'est le premier point important, cette comptabilité nationale hein, qui va se construire indépendamment du système de comptabilité national standard, si je puis dire, du cadre standard, bien qu'elle s'y rattache à un moment, forcément, bien entendu, puisque le financement de la santé étant assis sur les cotisations sociales, en tout cas à l'époque, aujourd'hui, bon, sur la CSG, mais au fond, ça ne change pas grand-chose. Sauf que sert d'impôt, ça change quand même quelque chose, mais pas énormément sur la question, puisque c'est encore une fois la valeur travail qui finance le système de santé. Donc c'est ça qui reste l'essence même de notre système et qui fait qu'effectivement, il peut y avoir aussi des problèmes de financement, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc on a cette dimension macroéconomique d'élaboration de comptes hein, qui est important, qui permet effectivement de se poser la question du déficit de la sécurité sociale. D'ailleurs, à cet effet, j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre que le déficit de la sécurité sociale, ce n'est pas le déficit de la protection sociale, qui n'est pas le déficit de l'assurance maladie. Ce sont 3 entités bien différentes. Alors, il est vrai que le déficit de l'assurance maladie porte majoritairement le déficit de la sécurité sociale. Mais il y a un amalgame entre les deux très souvent, et les journalistes le font très souvent, entre sécurité sociale et comment dire, et risque assurance maladie. Non, c'est un des risques, hein, l'assurance maladie, bon, qui est le plus gros du déficit, hein, qui porte le plus gros du déficit de la sécurité sociale, mais en même temps, c'est le déficit de la maladie, point. Ce n'est pas le déficit de la sécurité sociale. Hein, donc, voilà, le déficit de la sécurité sociale, il intègre le déficit du financement vieillesse, bref, des autres risques. Et si on ajoute la protection sociale, on ajoute le risque chômage à l'ensemble. Voilà. Donc, 3 entités très clairement définies, bien entendu. Voilà, donc ça c'est le premier point, l'élaboration de ces comptes de la santé, alors qui sont toujours, quasiment aujourd'hui, élaborés de la même façon que dans les années 50. Ça n'a quasiment pas bougé, alors bon, les techniques statistiques sont un peu meilleures évidemment, mais enfin, on n'a pas tellement changé le mode d'évaluation, le mode de comptabilité. Alors, surtout, n'imaginez pas qu'on soit en mesure en France de mesurer le comportement de consommation médicale de 68 millions de Français. Il n'en est absolument pas question. Alors, ce n'est pas qu'on ne pourrait pas le faire. L'assurance maladie aurait la possibilité de le faire assez facilement maintenant, sauf que ça ne renverrait qu'à la dépense remboursée et pas à l'ensemble des dépenses. Donc tout ce qui reste à charge des malades ou des complémentaires ou des mutuelles, bon, bah, voilà, il faudra avoir une approche comptable complémentaire.
et qui poserait évidemment quelques difficultés. Mais voilà, on pourrait le faire, mais on ne le fait pas. Hein, donc concrètement, on ne sait pas ce que consomment en réalité les Français. Donc comme je vous ai annoncé pour la CSBM 226 milliards d'euros en 2022, il faut bien mesurer que c'est une aberration. Ce n'est jamais et ce ne sera jamais le chiffre exact. On n'en sait rien, on ne le connaît pas. Hein, donc ce chiffre est une estimation sur la base d'échantillonnage. On a par exemple, pour évaluer le coût des consultations médicales en médecine générale, par exemple, on a un échantillon permanent qui est enregistré par l'assurance maladie. Donc c'est l'assurance maladie qui a un échantillon de médecins, environ 6000 médecins, 6200 médecins, pour lesquels on observe les comportements et de prescription, de consommation, de consultation. Donc on a des statistiques sur 6200 médecins. Donc on dit par exemple que ces 6200 médecins en moyenne ont produit 4800 actes. C'est à peu près la moyenne. Hein. Ça change d'une année sur l'autre, mais enfin c'est à peu près la moyenne. Donc ils ont produit 4800 actes dans l'année, multiplié par 25 euros. Vous avez le multiplié par le nombre de médecins, on extrapole au nombre de médecins, et vous avez donc la ligne consommation médicale. Consultation médicale. Voilà, donc c'est vraiment, on part d'un échantillon et on extrapole à l'ensemble de la population concernée. Et pour chaque ligne qui constitue ces comptes, eh bien, on fait de la même façon. Alors, voilà, on va calculer un dépassement moyen aussi, qu'on va affecter, sachant que peut-être 52% pratiquent un dépassement d'honoraires. Bon, voilà, et on va faire comme ça, reconstruire ce qu'on appelle dans le jargon de l'économiste un agrégat, donc la CSBM, la dépense courante de santé, la DCS, bon, etc. En réalité, il y a 9 agrégats qui sont reconstruits comme ça. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, évidemment. Et donc, ces 9 agrégats sont complètement une image construite. Hein, c'est un construit social, comme je dis toujours. C'est une image, alors qui est fausse, il faut le savoir, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on commet la même erreur chaque année. Donc ça veut dire que les écarts de consommation sont justes. Donc il ne faut absolument pas regarder le chiffre brut, les 226 milliards, à la limite, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est l'évolution. Quand je vous dis ça augmente de 6%, ah, là, il y a quelque chose qui se passe. Il faut regarder 2020-2021, plus 6,2% d'augmentation pour la CSBM. Bah oui, il y a un effet Covid. Donc principalement porté évidemment par l'augmentation de l'hospitalisation et pas des consultations en ville, évidemment. Voilà. Donc le chiffre brut est faux, les valeurs relatives sont justes. Les écarts sont justes puisqu'on a commis les mêmes erreurs chaque année. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect important à bien saisir et à bien comprendre. C'est que quand on vous dit 226 milliards, à la limite, on s'en moque complètement, ça n'a aucune portée plus que ça. Bon, sauf que quand même, c'est pas très loin du budget de l'État, hein, donc c'est quand même une somme pas négligeable. Voilà. Hein, pour vous donner un exemple, le premier poste du budget de l'État, c'est l'éducation et la recherche. L'éducation et la recherche, c'est 113 milliards. Hein, donc voilà, suivi ensuite par la dépense et la sécurité, 76 milliards. Les politiques sociales, 68 milliards, le développement durable, 37 milliards, pardon, et la justice au 5e rang, avec 11 milliards seulement. Alors, vous voyez, ça descend très vite. Hein. Donc voilà, la santé n'est absolument pas finalement la priorité de nos gouvernants. Voilà, donc ça c'est le premier point, et pourtant c'est le premier poste, ce serait en tout cas le premier poste de dépense si ça émergeait au budget de l'État, comme c'est le cas par exemple au Royaume-Uni, où là ça fait vraiment l'objet d'un vote au niveau du Parlement, enfin de la Chambre des Lords, et on détermine le budget consacré à la santé. Et surtout on s'y fixe, enfin on s'y tient. Voilà, il n'y a pas de dépassement possible.
avec comme conséquence, évidemment, une limitation à l'accès aux soins. Voilà, donc Et ça, oui. c'est le premier point important. Hein. Voilà. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils ont considérablement limité l'accès aux soins. Pour pouvoir tenir le budget, ils ont commencé par dire on ne va plus dialyser à partir de 70 ans. Et puis, comme il y avait encore trop de bénéficiaires, on a dit on ne va plus dialyser à partir de 65 ans. Bon, voilà, ce sont des choix forts. Ah, c'est des choix, oui. Hein, qui sont assumés, forts. Hein, voilà, c'est lourd de sens, bien sûr, et qui sont assumés. Voilà. Hein, donc, il y a vraiment un choix politique sur ce que représente la santé. Alors qu'en France, voilà, on constate les dépenses, bien déficit, oui, bon, oui, bien déficit, quoi. Voilà, on s'en moque un peu. C'est pas très grave. De toute façon, face à l'abysse que constitue le déficit du budget de l'État, 161 milliards, je le rappelle, finalement, le petit déficit de l'assurance maladie qui oscille entre 11, 12, 15, parfois 22 milliards, bon, petit joueur. Petit joueur. Bon, voilà. Je mets un peu d'humour, il faut le mettre au niveau des chiffres. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc ça c'est le premier point important à identifier. C'est alors oui, on peut accéder très facilement. Hein. Alors aujourd'hui, c'est plus le CREDOC et le département d'économie médicale qui élabore les comptes. Les comptes sont élaborés au ministère de la Santé, hein, donc au niveau de l'adresse, qui est la direction de la recherche et des études statistiques. Donc, c'est le ministère de la Santé qui élabore aujourd'hui les comptes de la santé. Donc, vous avez 3, parfois 10 personnes, en gros 10 personnes, une dizaine de personnes qui sont chargées d'élaborer ces comptes. Alors, c'est très intéressant symboliquement, puisque ce sont des comptes élaborés par le ministère de la Santé qui sont validés au sein d'une commission des comptes de la santé, donc ce qui se veut être une espèce de transparence, mais en réalité, les membres de la commission des comptes de la santé sont tous issus de l'État. Ce sont des hauts fonctionnaires de l'État, des hauts administrateurs de l'État. Donc, l'État élabore les comptes de la santé, les valide lui-même au travers d'une commission des comptes de la santé qui donnerait un sentiment de transparence et qui les publie aussi directement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Donc, à prendre avec grande circonspection quand même. Et avec un élément aussi à prendre en considération, j'allais presque l'oublier, ce n'est pas le plus important, mais quand même, c'est que les dépenses de fonctionnement du système de santé, donc j'entends par exemple le fonctionnement des régimes d'assurance, le régime général, etc., donc ces coûts de fonctionnement ne font pas partie du champ du compte de la santé. Donc ça veut dire que d'autres pays comme l'Angleterre, que je citais tout à l'heure, qui dépense beaucoup moins que nous, tient compte des frais de fonctionnement du NHS, hein, du système national de santé britannique, alors que nous, on ne le fait pas. Et on est moins bien situé qu'eux. Donc si on le faisait, si on réintégrait, je m'étais amusé une année, mais il y a longtemps, à réintégrer les coûts de fonctionnement dans les dépenses de santé, évidemment, elle serait plus importante, mais surtout, ça nous mettrait parmi le peloton de tête des 2 ou 3 premiers pays les plus dépensiers. Ouais. Après les États-Unis, qui eux sont hors normes, loin, loin devant, j'espère qu'on ne les rattrapera jamais d'ailleurs. Mais bon, ça, on les met un peu à part, c'est un autre fonctionnement, c'est d'autres raisons, on pourrait presque passer une séance là-dessus. Bon, c'est un autre point. Voilà, donc ça c'est le premier point important. Oui, c'est vrai, on va retrouver sur le site du ministère de la Santé, santé.gouv.fr, dans l'onglet DRESS, on va retrouver les comptes de la santé, mais à mesurer avec grande circonspection. Ça marche. Ouais. Voilà. Deuxième point très important que l'économie de la santé va s'approprier assez vite, enfin assez vite, c'est relatif, dès 1978-80,
La question qui fâche, c'est celle de l'hôpital et du financement de l'hôpital. Voilà, les dépenses de santé prennent de l'ampleur, commencent rapidement à prendre de l'ampleur, et donc les économistes de la santé vont, dès les années 80, on va dire, rapidement se tourner vers la question du financement de l'hôpital. On arrive à dire que l'hôpital, à lui seul, absorbe plus de 60% des dépenses de santé, certaines années 62% de l'ensemble des dépenses de santé, même si elles sont mal mesurées. Bon, il y a quand même quelque chose là à toucher du doigt, hein. Donc le financement de l'hôpital pose question, et pose question très vite. L'hôpital coûte cher. Et en 1978, on dit, oui, l'hôpital coûte cher, c'est parce que finalement, les gens restent trop longtemps à l'hôpital. Alors pourquoi restent-ils trop longtemps? Eh bien parce que le financement de l'hôpital est au prix de journée. Et donc, il suffit pour un directeur de l'hôpital, pour avoir des sous, pour avoir un budget de fonctionnement, de faire des journées d'hospitalisation. Donc, on s'aperçoit que la tarification de l'hôpital pose problème, puisque c'est une tarification au prix de journée. Et la tarification au prix de journée est par essence même inflationniste, hein. Il suffit de cumuler des journées, de remplir des lits. On disait même d'ailleurs de façon laconique, un lit ouvert est un lit rempli. Bon. Donc, il suffit d'ouvrir des lits pour avoir du monde dedans. Ouais. Effectivement, ça permet d'avoir un budget. Donc, dès 1978 s'amorce la première prise en compte, on va dire, que l'hôpital pose question, avec l'instauration d'un taux directeur, d'un mécanisme de taux directeur. Alors, le taux directeur, c'est quoi? C'est, on fait une photographie de votre budget en 1978, au 31 décembre 1978, et on reporte ce budget plus un pourcentage d'augmentation. Le pourcentage d'augmentation s'appelle le taux directeur. Alors, un taux directeur qui ferait pâlir d'envie aujourd'hui tout directeur d'hôpital, il est de 7% en 1978. Donc, le premier taux directeur est fixé à plus 7%. Donc, c'est-à-dire que naturellement, le directeur d'hôpital aura plus 7% de budget supplémentaire pour l'année d'après. On est aujourd'hui à moins 0,5, moins 1% parfois. Alors, donc, voilà. Quelque chose qui ferait pas dire. Et puis, le directeur d'hôpital, il suffit qu'il aille pleurer un petit peu au ministère et qu'il dise « Oh, moi, j'ai que des vieux là hospitalisés », eh bien, ça peut lui permettre de dégager jusqu'à plus 15% d'augmentation de budget. Donc, un taux directeur très flexible, plus 15% d'une année sur l'autre, vous vous rendez compte? Ça ferait rêver tout le monde aujourd'hui. Voilà, donc c'est la première tentative. Oui, tentative de réguler les dépenses hospitalières. Alors, réguler, on ne va pas y arriver, hein, évidemment. Et donc, on va mettre en place dès 1983, face à l'échec du taux directeur, quelque chose de plus musclé, un taux directeur bis, ce que j'appellerais un taux directeur bis, on va l'appeler budget global. Donc, quelque chose de plus musclé qui va effectivement commencer progressivement à étrangler l'hôpital. Voilà. Et donc là, les économistes vont être rapidement sollicités sur ces questions de financement de l'hôpital. Donc ça, il va y avoir tout un pôle, gestionnaire, management hospitalier qui va se développer, principalement d'ailleurs porté par Dauphine, l'université de Paris 9 Dauphine, donc un pôle de gestionnaires, d'économistes de la santé qui vont travailler, paradoxe, de gestionnaires d'économie de la santé. Bon, enfin, paradoxe, ce sont des gestionnaires, mais en réalité des économistes. Bon. Donc ce sera porté par Émile Lévy, notamment en France, et donc on va mettre en place tout un fonctionnement de gestion finalement et de régulation des dépenses hospitalières. Donc il va en sortir en 83 l'instauration du budget global. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou si vous savez ce que c'est, ce budget global. Bon, c'est le mécanisme de taux directeur, tout simplement, sauf qu'on resserre l'écrou. Donc on n'est plus sur 7%,
on est sur 5%. Allez, début. Alors, c'est quand même particulier parce que ça fige complètement la situation en 83. On prend le budget de référence de 83 et on vous dit, bah voilà, vous n'aurez plus que ça et pas plus. Donc ça fige un peu la situation. Autrement dit, les plus mauvais en termes de gestion, donc les plus dépensiers vont être hyper favorisés, puisqu'on prend comme point de départ le budget qu'ils avaient initialement. Donc les plus mauvais, si vous voulez, vont continuer à avoir des super budgets. Et les meilleurs en termes de gestion vont être complètement pénalisés. Vous voyez ce paradoxe. Donc s'il va évidemment contribuer énormément à étrangler l'hôpital, c'est comme ça. Voilà. Et donc, cette instauration du budget global va se faire assez rapidement entre 83. Les dernières entrées en budget global, ce sont les SAMU, justement, dont on a un peu parlé la dernière fois, qui vont entrer en budget global en 87. Hein. Donc, vous voyez, 4-5 ans, c'est bouclé. Tout l'hôpital se retrouve financé par budget global, c'est-à-dire un resserrement très clair des budgets. Et donc, les hôpitaux vont réagir en externalisant les soins. Donc, le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être un patient, moi, je n'ai pas de budget, enfin, j'ai moins de budget qu'avant. Donc, un patient qui a besoin d'un scanner ou d'une IRM ou de n'importe quoi, on va l'envoyer le faire en ville, parce que là, ça va déporter la dépense sur la ville et pas sur mon budget. Et donc, splendeur des paradoxes, ah bah oui, ça va maîtriser les dépenses de l'hôpital. Hein. C'est sûr, le budget hospitalier va diminuer, mais pas les dépenses de santé. Non seulement on va transférer la dépense sur la ville, mais on va augmenter. Mais en plus, on va ajouter des transports parce qu'il faut bien emmener les malades et les ramener pour aller faire leurs examens en ville. Donc, il y a un poste qui va s'envoler, c'est celui des transports. Voilà. Donc, au final, on va dépenser plus. Et au final, vous avez compris, on va dépenser plus. Donc, globalement, on n'a absolument pas maîtrisé les dépenses de santé. Elles vont s'auto-entretenir d'une certaine façon, en dépensant plus par ce mécanisme de budget global. Mais oui, on va voir le budget hospitalier diminuer. Et voilà, ça va représenter plus que 50% assez rapidement de l'ensemble des dépenses. Oh, donc on est content, on a régulé les dépenses hospitalières. On n'a rien régulé du tout. Mais voilà, on est content, l'hôpital dépense moins. Alors avec comme conséquence, évidemment, vous sentez que je vous amène progressivement à la crise sanitaire de... voilà, c'est que l'hôpital progressivement va perdre ses moyens. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'aspect fondamental, et notamment ses moyens aussi en termes de recherche. Donc il va plus être capable de faire de la recherche, de financer de la recherche, il ne va plus être capable d'acheter des équipements lourds, il ne va plus être capable d'investir dans des innovations thérapeutiques, diagnostiques, que sais-je, parce que finalement, le budget est juste suffisant pour le fonctionnement quotidien. Voilà. Donc le budget global, c'est ça la conséquence. Et puis on ne s'arrête pas là. Ah ben non, on se dit, alors ça c'est quand même fantastique, c'est très particulier en France, on dit en 83, on instaure le budget global et en 84, eh ben, on réfléchit à autre chose, c'est-à-dire à ce qui sera l'après-budget global. Sauf qu'on ne va pas l'appliquer, il faudra attendre 2004 pour l'appliquer, et on l'appellera la T2A, la tarification à l'activité, 2004, j'y reviens dans quelques instants. Premier point, c'est Jean de Kervasdoué. Fantastique. Jean de Kervasdoué, c'est absolument pas un économiste de la santé. Il s'est toujours targué d'être économiste de la santé, il ne l'est pas. Il est ingénieur des eaux et forêts. Cherchez l'erreur. Il va à l'université de Cornell faire une thèse et il observe, en même temps qu'il fait sa thèse, à début des années 80, la mise en place de ce qu'on appelle les DRG, les Diagnosis Related Groups, aux États-Unis, qui sont élaborés par Robert Fetter. Alors Fetter, c'est un économiste, moi je dirais un économiste de la production, c'est-à-dire que c'est le gars qu'on appelle pour mettre en place une usine. Et on lui dit, pondez-nous un système de financement de l'hôpital.
dans le cadre du programme Medicare. Medicare, donc c'est le programme qui prend en charge les patients âgés de plus de 65 ans. Et la part obligatoire de prise en charge dans Medicare, c'est l'hospitalisation. Donc, on lui dit, ben voilà, comment financer l'hospitalisation dans le cadre de Medicare? Trouvez-nous un système qui permette de financer l'hôpital qui prendra en charge les patients dans le cadre de Medicare. Donc, il rencontre Fetter à cette occasion. Je parle de Jean de Cavazoué cette fois-ci, je reprends Jean de Cavazoué. Il rencontre Fetter au moment où se mettent en place les DRG aux États-Unis. Il fait une thèse sur les DRG, revient en France, est nommé directeur général de la santé et impose le système des DRG, dit l'avenir du financement de l'hôpital, ce sont les DRG. Alors, on ne va pas l'appeler les DRG, on va l'appeler PMSI, Programme de médicalisation des systèmes d'information. Et il dit, voilà, il faut faire comme les Américains. Et cette idée, elle émerge en même temps qu'on met en place le budget global. C'est-à-dire que le PMSI, le budget global, c'est 83, le PMSI, c'est 84. Et c'est fantastique parce qu'il y a une volonté d'aller très vite sur cette question-là. Le système est quasiment au point, en tout cas en médecine, chirurgie et obstétrique, quasiment au point en 86. On a un coût par diagnostic en 86. La base de coût de 86 existe, alors elle a été corrigée moult et moult fois, hein. On est à la version 37, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Donc ça a été corrigé et recorrigé, mais voilà, l'armature existe, la structure existe, elle est pondue en même temps qu'on met en place le budget global, finalement, quasiment. Et donc, en même temps, c'est reconnaître l'échec du budget global. C'est assez fantastique. Et alors, évidemment, ça va être très lent à aboutir. L'outil est prêt, mais personne n'en veut, surtout pas les médecins. Alors que c'est eux qui avaient élaboré, vous vous souvenez, les premiers comptes de la santé, etc. Donc, c'était d'une certaine façon les premiers économistes de la santé. Eh bien, finalement, personne n'en veut de cette affaire-là. Bon, donc ça va rester dans les tuyaux pendant 20 ans, comme ça. Et puis alors, en 2004, le réveil. En 2004, on dit, ben voilà, on va passer à 100% le plus vite possible en tarification à l'activité. Donc, c'est-à-dire qu'un diagnostic particulier donne lieu à un financement de temps. Voilà. Sous-entendu que tous les patients sont homogènes, tous les patients nécessitent, dès lors qu'ils rentrent dans un même diagnostic, les mêmes moyens. C'est intéressant. Bon, alors les mêmes moyens en nombre de journées d'hospitalisation. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que l'identité de compte ou de comptage, c'est la journée d'hospitalisation, principalement. Hein. Bon, c'est pas que ça, mais en gros, pour faire simple, c'est ça l'idée. C'est une prise en charge suppose tant de jours d'hospitalisation. Et ces jours d'hospitalisation déterminent un budget à la tête du patient. Question. Qu'est-ce que je fais du patient qui reste plus longtemps que prévu? Il est hors budget. Ouais. Qu'est-ce que je fais du patient qui développe plusieurs pathologies? Comment je le compte? Je vous donne cet exemple parce que je l'ai vécu. Hein. Personnellement, moi, quand j'allais dans les hôpitaux qu'il fallait que je compte les malades, entre guillemets, enfin, je compte leurs coûts, moi, ça m'a posé question parce que j'ai une patiente qui rentre à l'hôpital pour un infarctus du myocarde. Alors, infarctus du myocarde, très, 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 très compliqué. Hein. Ça se finit en triple pontage. Bon, très bien. Donc, après son triple pontage, elle est hospitalisée, bien sûr, en soins intensifs. En soins intensifs, elle tombe du lit, se casse la jambe, fracture du col de fémur. Finalement, on découvre, bon, alors évidemment, on lui plâtre, bon, bref, on lui pose quand même pas une prothèse de hanche, mais la question s'est posée quand même. Bon, compte tenu de l'infarctus, on a dit, bon, on va la laisser tranquille. Ensuite, on découvre un cancer du sein qui se termine en mastectomie. Bon, bref, la pauvre dame, la totale.
elle reste à l'hôpital 84 jours. Diagnostic d'entrée, infarctus du myocarde, diagnostic de sortie, ben je ne sais pas. Alors là, je ne sais plus, je suis perdu. Donc 84 jours, voilà. Alors pour un infarctus du myocarde, dans la tarification, là, dans mon PMSI, je n'ai pas la possibilité de la garder 84 jours. Mais on ne peut pas entre guillemets, virtuellement la sortir et la re-rentrer dans le système Vous pour pouvez la une autre sortir, pathologie? mais il faut qu'elle sorte vraiment. Vous ne pouvez pas la sortir virtuellement. Ah! Alors là, oui, c'est un peu Il faut dommage. qu'elle sorte vraiment, quitte à ce qu'elle revienne le lendemain. C'est ce qu'on fait aux États-Unis. Hein, quand les patients ont besoin de plus de soins, on les fait sortir et ils reviennent le lendemain. Ou le surlendemain, enfin, peu importe. Voilà, donc ça, oui, c'est ce qu'on fait. Mais il faut qu'ils sortent, vraiment, il faut enregistrer la sortie. Sinon, ça ne clôture pas le séjour. Si le patient n'est pas sorti, le séjour n'est pas clôturé. Vous voyez? Bon, ça, c'est un Qu'est-ce petit qu'on défaut fait avec du ça? système, Ouais, voilà. En plus, on a une nomenclature qui ne décrit que 30% de l'activité médicale. Et on veut financer 100% de l'activité médicale avec un système qui décrit 30% de l'activité. Cherchez l'erreur. Eh bien, on y va. Et on y va, on a le record du monde en la matière. En 2004, on dit on y va. Voilà. 2007, 100% du budget de l'hôpital est déterminé par la tarification à l'activité. Donc on a changé le nom, on l'a appelé de PMSI, on est passé à T2A, donc tarification à l'activité, mais enfin, c'est le même principe. Bon, il y a des petits changements, mais enfin bon, je ne rentre pas dans le détail, peu importe. Mais enfin bon, globalement, c'est le même principe. Et donc en 3 ans, on est passé à 100% de financement avec un système. Alors ça, c'est record du monde en termes de vitesse. Personne n'a fait aussi vite. Même aux États-Unis, ils ne sont pas capables. Alors oui, on a mis 20 ans à se décider, mais enfin, quand on l'a décidé, c'était violent. Voilà. Et donc, en 3 ans, on passe à 100% du budget hospitalier déterminé par une architecture qui décrit 30% de l'activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôpitaux ont été obligés de se resserrer, de resserrer leur activité, et si possible d'ailleurs sur les actes rentables. Donc, les patients en fin de vie, on n'en veut plus. La mamie de 94 ans qui fait un AVC, bah, fait rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Alors qu'avant, on l'aurait hospitalisé. On va même dire à la famille, venez m'en débarrasser. Parce que concrètement, on n'a pas le budget. Voilà. Bon, donc tout ça, toute la dimension, entre guillemets, sociale qui pouvait exister dans l'hôpital disparaît avec la tarification à l'activité. Donc une réforme hospitalière vraiment truculente. Je ne sais pas si Jean de Cavasdouel avait souhaité à ce point-là, mais en tout cas, je pense qu'il a fait beaucoup de mal. Parce que là, c'est compliqué et on voit les conséquences en 2020. Un hôpital qui n'a pas les moyens d'accueillir, tout simplement. Ouais. Oui, Harry, je crois que vous vouliez... Oui, j'ai une petite remarque, c'est la France, pays des Shadocks. À chaque fois qu'on discute avec des experts, on en revient toujours à ce dessin animé phare des années 60, le pays des Shadocks. C'est incroyable. Alors, record du monde pour sa mise en œuvre la plus rapide, record du monde pour la nomenclature la plus complexe. On a plus de 5200 diagnostics différents. Alors, les médecins qui sont obligés de coder, parce qu'il faut bien rentrer le patient dans une case quand il arrive à l'hôpital, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que vous avez 5200 codes possibles, une base qui évolue chaque année, donc on en rajoute. Bon, voilà. Et puis, vous avez des codes complémentaires qui peuvent se rajouter éventuellement. Bref, ça devient d'une complexité. Bon, c'est le système le plus complexe au monde. 2e record du monde. Il faut le faire. Moi, j'ai une question, mais elle est un peu politico-philosophique. Je me dis, la France, pays étatique, avec 50% du budget, du PIB de la nation qui est dû au secteur public, donc qui est quand même très, très, très présent, a voulu faire le virage entre guillemets libéral à la façon anglo-saxonne, mais elle n'a jamais voulu réellement le faire. Elle a voulu le faire, elle n'a pas voulu le faire. Et les hôpitaux, en fait,
on veut s'en débarrasser, mais on ne sait pas comment en faire. C'est-à-dire, en gros, on voudrait qu'il n'y ait plus d'hôpitaux publics, d'accord, qu'il y ait des hôpitaux privés, des cliniques, on rembourse les gens, très bien. Mais on ne veut plus de l'instrument hôpital public, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Peut-être parce qu'il y a un personnel important, on ne sait pas quoi faire de ces gens-là. Est-ce que vous pensez que c'est une intuition fausse que j'ai ou il y a vraiment une volonté de se dire on va se débarrasser de l'hôpital public? Alors, je ne crois pas qu'on va se débarrasser. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas qu'on va se débarrasser de l'hôpital public. Il y a un chiffre, moi, qui m'interpelle. C'est qu'il y a en France à peu près un petit peu plus de 1062 hôpitaux publics. Bon, disons 1000 hôpitaux publics, face à 6000 hôpitaux cliniques, etc., privés. Cherchez l'erreur. L'un réalise 75%, parfois 80%, donc le public, de la dépense hospitalière, et le privé, donc qui est 6 fois plus nombreux, réalise 20-25% selon les années de la dépense hospitalière. Il y a un problème. Ouais, il y a un truc qui cloche. Moi, je pense que si on doit se débarrasser de quelqu'un, c'est du privé, pas du public. D'ailleurs, cette bizarrerie, on l'avait vu pendant le Covid, hein, les cliniques privées qui appelaient les hôpitaux publics à amener les patients dans les urgences, parce qu'eux, ils avaient de la place, mais personne ne les écoutait. Enfin, il y a quand même beaucoup de bizarreries pendant le Covid. Ah oui. Moi, je pense que le Covid a révélé véritablement les difficultés de fonctionnement du système de santé français. Donc ça, c'est très clair. Donc les gens, effectivement, se sont retrouvés à l'hôpital. Personne ne savait comment les prendre en charge, etc. Alors qu'en Angleterre, c'est simple. On a mis des lits dans les couloirs s'il fallait. Et puis on a accueilli tout le monde. Il n'était pas question de fermer la porte. On a étendu les moyens en fonction des besoins. En France, non, on est juste incapable. On est juste incapable parce que effectivement, on a fait le choix d'un recrutement plutôt administratif qu'un recrutement médical ou paramédical même. Récemment, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, je n'ai plus l'année en tête, mais peu importe, donc très récemment, le nombre d'infirmières formées, donc en 2019 ou 2010, moins de 100. Ouais. Donc, oui, voilà. On a réformé les études médicales, on a dit il n'y a plus de numerus clausus, sauf qu'on ne forme pas plus de médecins. Non. Ça ne change rien. Il n'y a plus de numerus clausus, mais il y en a un quand même. Donc, voilà, ça change rigoureusement rien. Donc, on est sous une sous-médicalisation et le fait que la dimension tarification à l'activité a pris une place, alors je ne sais pas si elle a pris plus de place, je n'irai pas jusque-là quand même, elle a pris une place plus importante, a fait qu'on a transformé des postes de soignants, de façon globale, en postes administratifs. Voilà. Alors c'est bien d'administrer l'hôpital, sauf qu'il n'en sort rien pour les patients. Absolument. Au contraire, c'est une exclusion du système. Quand on dit à la mamie qui a fait son AVC de 94 ans, vous m'en débarrassez, on dit à la famille, faut m'en débarrasser, il y a un problème quand même. Ouais. Est-ce que c'est ça la notion de solidarité? Est-ce que c'est... Voilà. Moi, je savais que notre système n'était pas équitable, ça c'est vrai, mais il me semblait encore qu'il restait un peu de solidarité dans le système. Là, on est en train de la perdre. Donc, moi, ça me pose question quand même. Et ça me pose question et ça m'interpelle lourdement par rapport à ça. Voilà. Alors, ça veut dire, la conséquence aussi pour les startups, les jeunes chercheurs, enfin, les innovateurs, entre guillemets, qui veulent se lancer dans la santé, travailler avec l'hôpital, ça va être quelque chose de très compliqué parce qu'il ne faut rien en attendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de budget. Ils n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est le message aussi que je voudrais faire passer, c'est que la recherche à l'hôpital, moi j'ai eu la chance de rencontrer des directeurs d'hôpitaux qui m'ont financé plus ou moins de façon détournée, on va dire, sur des budgets détournés des études. Aujourd'hui, c'est juste impossible. C'est mission impossible.
ça ne se fera pas, ça ne se fera plus, c'est terminé, c'est un monde révolu. Voilà, on est sur de l'administratif à outrance aujourd'hui. Donc il y a bien deux lignes hiérarchiques à l'hôpital, la ligne médicale et la ligne administrative. Mais alors du coup, non seulement avant elles ne se rencontraient pas, mais alors aujourd'hui elles se font la guerre. Parce qu'il n'y a plus de budget, quoi. Voilà. Et bon, je vais élargir la question, mais c'est finalement le problème de toute la fonction publique française. Que vous prenez l'éducation nationale, la police, enfin, toute la fonction publique française, aujourd'hui, on a un problème entre les fonctionnaires qui font face à l'usager et les fonctionnaires qui sont dans l'administration de la fonction publique. Donc et en fait, on a une espèce d'hyper-croissance, même dans la recherche fondamentale, la recherche publique. On a en gros les fonctionnaires, les chercheurs fonctionnaires qui font le job de chercheurs, et puis ceux qui sont fonctionnaires dans l'administration du CNRS, de l'INREA, de l'INSEA, enfin, de l'INRIA, de l'INSERM, qui sont les administratifs. Et en fait, ces administratifs-là sont en train de grossir en nombre dans toutes les administrations. Ce n'est pas juste un problème de l'hôpital. Non, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a quand même un point très important dans le système de santé, c'est que la recherche, elle est minoritairement publique. C'est-à-dire que les sommes consacrées par l'État à la recherche dans le système de santé, ça dépend des années, mais les meilleures années, ça ne dépasse pas 100 millions d'euros. Et très souvent, c'est autour de 24-25 millions d'euros. C'est-à-dire rien, hein. Voilà, on ne fait rien. Hein. Moi, j'évalue des gens qui déposent des projets de recherche et qui demandent des budgets minimum. Le plus petit, c'est 500 000 euros pour faire un budget de recherche. Bon, voilà. Donc, avec 24 millions, vous voyez combien on finance de projets. Hein. Faites le compte. Hein. Et souvent, on a des projets à 1 million. Voilà, donc si on en finance une vingtaine, terminé. Ouais, c'est fini, quoi. Donc, il n'y a pas de fonds publics pour la recherche. L'hôpital ne peut plus faire de la recherche, c'est très clair. Il n'arrive même plus à faire son fonds de commerce, qui est quand même de soigner les gens. On a un problème. En plus de ça, il s'hyper spécialise pour pouvoir tenir son budget. Hein. Donc, l'idée, c'est de prendre en charge que des patients pour lesquels on sait qu'on va pouvoir dégager une marge. C'est-à-dire qu'on va avoir un financement qui sera supérieur à ce qu'ils vont réellement nous coûter. Autrement dit, des patients qui vont rester moins longtemps que prévu par la nomenclature. Et donc, on a intérêt à s'hyper spécialiser pour dégager des marges. Voilà. Et des marges qui vont permettre de financer quelques prises en charge à la marge, exotiques, mais certainement pas d'investir. Donc, le système a complètement sclérosé les possibilités d'investissement de l'hôpital. Donc, quand vous parlez de spécialisation, est-ce que vous faites référence à ces, comment dire, j'allais dire franchise, mais ce n'est pas vraiment le mot, à ces hôpitaux spécialisés qu'on voit en France, comme les hôpitaux Unicancer spécialisés cancer, ou les IHU aussi, ou est-ce que c'est une spécialisation au sein des hôpitaux de ville ou régionaux classiques? Alors, les deux, c'est-à-dire que chacun va développer ce sur quoi il est bon. Parce qu'il a les compétences, parce qu'il a les bons médecins sur place, parce que, voilà. Ou il a les patients, tout simplement aussi. Donc, chacun va avoir intérêt à se spécialiser parce qu'il va faire beaucoup d'actes qui vont lui permettre d'amortir plus facilement son plateau technique. Et donc, le plateau technique va devenir plus rentable et donc permettra de dégager des marges. Alors que si vous avez une petite maternité qui va faire 200 accouchements par an, le plateau technique, il ne sera jamais amorti. Donc, on va dire qu'il faut fermer la maternité d'ailleurs. Ce qui est complètement aberrant, hein. Dire qu'une maternité, parce qu'elle fait 200 accouchements et produit des soins de mauvaise qualité, c'est juste une aberration. Moi, je dis qu'une maternité qui fait 200 accouchements par an, au contraire, les gens ont le temps de s'occuper de vous. C'est plutôt qualitatif. Bon, après, il y a l'apprentissage du geste, etc. On a moins de chances de rencontrer des complications. Bon, ça peut s'entendre. Il y a un lien entre quantité et qualité. Mais moi, j'ai d'autres solutions à ce moment-là pour répondre
aux petites maternités, il faut que l'équipe soit tournante, c'est tout. Bah, oui. Bah, là, par exemple, bon, moi, je suis papa depuis 1 an maintenant. La maternité, donc l'accouchement a eu lieu en Suisse. Je parlais justement avec des sages-femmes qui venaient de la France, mais qui avaient décidé de changer de pays, et effectivement, elles m'expliquaient qu'elles avaient peut-être une vingtaine de patientes, en même temps en France, alors que là, elles avaient 1 ou 2 patientes maximum à s'occuper. Donc après je connais pas tous les détails du système suisse en termes de santé, hein, mais voilà, c'est des choses qui sont apparemment faisables et qui apportent un confort énorme évidemment aux jeunes parents et et aux jeunes bébés, ça c'est sûr et C'est évidemment indéniable. aux professionnels de la santé eux-mêmes directement, bien sûr. Sauf que la vision qu'on a aujourd'hui en France, c'est une vision stricto sensu. Alors, je dirais même pas économique, parce qu'elle n'est pas économique, elle est comptable. C'est ça, c'est ça. Oui, Euh, c'est comptable, c'est ça, ouais, c'est comptable. Parce qu'une vision économique, c'est une vision qui prend en compte aussi le résultat. Moi, je m'intéresse à un coût, effectivement, mais au regard du résultat attendu. Moi, ça ne me Ouais, dérange pas de dépenser plus si ça donne un meilleur résultat. Parce que c'est un investissement rentable à terme. ouais, oui, Sauf que on se bloque sur l'aspect purement comptable, c'est-à-dire on comptable, ouais. regarde ce que ça coûte, mais le résultat, on s'en fout un peu parce que de toute façon, il interviendra plus tard, et puis plus tard, on sera tous morts. Donc on s'en fout un peu du résultat. Voilà, donc c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire que la vision comptable qui s'amalgame avec la vision économique, qui n'a rien à voir, hein, j'insiste bien, la vision économique, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste de la santé, c'est quel coût pour quel résultat, hein. Donc la vision économique, c'est oui, je vais m'intéresser à la vision comptable, bien sûr, mais pas uniquement. Elle ne m'intéresse pas en tant que telle. Moi, je ne suis pas comptable, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de tenir les comptes de l'hôpital, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement quelles dépenses pour quel résultat, pour quelle amélioration, quelle prise en charge, quelle prévention aussi. Voilà. Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas, puisque en France, on a toujours mis en arrière-plan la question de la prévention, les meilleures années. Oh, la prévention représente 2,3% les meilleures années de l'ensemble des dépenses de santé. Donc on met le paquet à près de 98% sur du curatif. Et ça aussi, c'est une erreur. Il faut voir la prévention comme un investissement, mais effectivement à un terme plus long. Voilà. Le retour sur investissement n'est pas immédiat. Non. Mais Ça, il est plus périn dans le temps quand même. Ouais. ouais, voilà. Alors après, c'est quel est notre horizon? La vision du politique étant étriquée, c'est-à-dire à celle de son mandat, oui, personne ne se met dans la prévention. Alors après, on va se donner bonne conscience en disant bah, faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, d'accord. Bon, okay, on s'en fout un peu, quoi. Alors euh, que, alors que c'est vrai que, bon, encore une fois, en Suisse, la prévention est vraiment mise en avant, pour le coup. c'est tellement évident. C'est voilà. Je veux dire, c'est bien de dire aux gens qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais il faut surtout leur donner les moyens de les acheter aussi. Vu l'inflation sur les fruits et légumes, je crois que c'est mal barré là, en France. Non, non, mais bon, voilà. Alors, la prévention, pour se donner bonne conscience, on dit, bah oui, faut augmenter le prix du paquet de cigarettes pour que les gens arrêtent de fumer. Mais non, ils n'arrêtent pas de fumer. C'est pas parce qu'on va saupoudrer un petit peu, on va augmenter un petit peu que les gens vont arrêter de fumer pour autant. Non, il faut avoir une politique vraiment de santé publique radicale, comme par exemple en Australie. Vous savez ce qu'ils ont fait en Australie? Non? Ils ont dit, nous, on va en finir avec le tabac et le tabagisme. Donc, on va faire une chose très simple. On va mettre le paquet de cigarettes à 40 $ Ah ben voilà. australien. Ah bah, là, Ça, c'est clair. ça Alors, règle la question. l'objectif, c'est pas que les gens arrêtent forcément tout de suite de fumer. L'objectif, c'était qu'en une génération, les gens n'aient pas pris l'habitude de fumer. C'est-à-dire qu'à 40 $, les gamins, ils vont jamais acheter de paquet de cigarettes. Ouais. Ça, c'est une certitude, parce qu'ils n'ont pas 40 $ dans la poche. Donc, du coup, la cible, c'est les jeunes, les enfants, leur éviter de pouvoir accéder à la cigarette. C'était ça l'enjeu. Et en une génération, ils espèrent pouvoir se débarrasser. Alors, on verra ce que ça donnera. Ça fait quand même déjà 6 ans qu'ils ont mis ça en place. Donc, Mhm. on verra ce que ça donnera. En tout cas, ils sont déjà contents. Alors, évidemment, à la marge,
Ça permet aux adultes d'arrêter de fumer, parce qu'à $40, bah oui, ça fait réfléchir, hein, quand même. Mais surtout, c'est les enfants qui n'apprendront jamais le geste. Et c'est ça l'enjeu. Voilà. Donc, quand on veut une vraie politique de prévention, on s'en donne les moyens. C'est ça aussi l'exemple de l'Australie sur ces questions-là. Voilà. Et puis, il y a le troisième aspect de l'économie de la santé, donc, qui me semble être peut-être le plus important par rapport à de jeunes innovateurs en santé, c'est la question qui est abordée par les économistes de la santé, qui est celle du calcul économique en santé. Donc, j'ai déjà un petit peu esquissé en parlant du coût et du résultat. Hein, quel coût, quel résultat. Donc, ce sont les analyses coût-bénéfice, coût-efficacité, voire coût-utilité, qui ont été développées par les économistes. Donc, ils sont des outils très forts qui permettent effectivement d'orienter les choix en termes décisionnels, de mettre en avant les stratégies les plus efficientes, et je dis bien efficientes, pas uniquement efficaces, efficientes, hein, donc, qui tiennent compte à la fois du coût et de l'efficacité on va dire de l'innovation, du traitement, de la stratégie diagnostique. Alors, tout peut être évalué, hein, c'est pas un souci. Et ce calcul économique est évidemment quelque chose d'assez symptomatique, si je puis dire, puisque c'est ce qui permet effectivement d'allouer, entre guillemets, les budgets vers des stratégies les plus efficientes. Voilà. Donc ça, c'est le troisième aspect qui est développé par les économistes de la santé, qu'il faut aussi intégrer, parce qu'il est important en matière d'innovation, on va dire médicale, dans le domaine médical ou dans la santé. Voilà. Donc ça, c'est un aspect très important que j'avais aussi d'ailleurs un peu évoqué la dernière fois, hein, quand je parlais de la façon dont j'étais tombé dans l'économie de la santé, dans la marmite de l'économie de la santé, pour reprendre une image qui fait partie du contexte français. Donc voilà, il y a cette dimension calcul économique aussi qui est très importante et qui permet aussi de déterminer l'allocation des budgets. Et ça me semble être un point significatif aussi pour déterminer l'allocation des budgets. Alors, ce n'est pas la T2A hein, qui détermine les budgets, malheureusement si, en France, mais ce n'est pas ça qui le fait de façon optimale. Parce que ça ne permet pas d'allouer des ressources là où les gens ont vraiment besoin de prise en charge. Voilà. Alors que le calcul économique en santé, se posant la question de l'efficacité, se posant la question du résultat, du bénéfice pour les patients, permet d'orienter les ressources vers les meilleurs résultats possibles. Voilà. Il ne s'agit pas de faire une analyse économique pour restreindre les budgets, il s'agit de faire une analyse économique, au contraire, pour produire plus de santé à terme, puisque dépenser moins pour produire un même résultat de santé, par exemple, c'est quelque chose qui permet de dégager des budgets pour faire autre chose. Alors que dépenser plus pour atteindre le même résultat, c'est juste aberrant. Voilà. Donc ça, c'est cette dimension aussi qui est importante. À mon avis, on doit lancer un projet d'innovation en matière de santé, c'est de prendre en compte aussi le rapport coût-bénéfice ou coût-efficacité, voire même coût-utilité. Le coût-utilité prenant en compte l'utilité pour les patients, c'est-à-dire au fond la qualité de vie des patients. C'est aussi intéressant d'avoir, si on arrive à montrer qu'un traitement procure une meilleure qualité de vie et qu'il n'est pas forcément plus cher ou à peine plus cher, bon, on est quand même dans une société où on peut s'offrir des choses. Si c'est à peine plus cher et que ça améliore la qualité de vie, eh bien pourquoi s'en priver ? Et l'analyse économique est capable, effectivement, d'apporter une réponse sur ces questions-là, ce que n'est pas capable de faire la T2A, par exemple. Oui. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et nous sommes quand même, je rappelle, hein, les sommes en jeu, on est quand même sur des sommes de, allez, plus de 300 milliards d'euros. On
on peut quand même s'offrir un peu de confort dans la prise en charge. Alors, l'idée, c'est pas de dépenser plus, hein, c'est pas ça mon idée, c'est de mieux orienter l'utilisation des ressources. Bah, c'est d'optimiser les choses. Voilà, tout simplement. Démarche d'optimisation, ça c'est très clair. Et moi, je reste assez dubitatif par rapport à ça, parce que c'est un message qui passe absolument pas. Et au niveau du politique, c'est assez surprenant. J'ai été auditionné, par exemple, je donne cet exemple, non pas parce que je l'ai vécu, mais parce qu'il est symptomatique de l'illustration. J'ai été auditionné par une commission au sein de l'Assemblée nationale qui portait sur la grande question, l'aide médicale d'État et justement l'accueil des migrants et les dépenses de santé. Bon. Alors, on réunit toute une commission, on auditionne tout un tas d'experts. Bon, donc je faisais partie de l'audition des experts, très bien. Et là, je présente devant nos députés qui sont chargés de cette commission, enfin qui sont membres de cette commission, et ils me disent, mais voilà notre problème, vous vous rendez compte, l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros. Oui, enfin 1 milliard d'euros par rapport à 308 milliards, ça fait jamais que 0,46%. Hein. C'est pas grand-chose. C'est juste une goutte d'eau. Alors je veux dire que si on ne peut pas s'offrir ça en France, bon, il y a quand même un problème, quoi. Ah non, 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 il faut qu'on supprime l'aide médicale d'État parce que vous comprenez, c'est 1 milliard. Oui, 1 milliard, mais bon. Alors effectivement, c'est 1 milliard qui n'est pas imputé au système de santé, c'est 1 milliard imputé au budget de l'État. Ah bah oui, oui, voilà, c'est ça la difficulté, d'accord. Bon, je veux bien l'entendre, mais quand même, si on n'est pas capable d'offrir des 100 dans le pays des droits de l'homme, il y a un problème. C'est assez surprenant parce que ils prennent l'argument comptable, numéraire, du 1 milliard, alors qu'ils pourraient dire que non, c'est pas le problème finalement. Finalement, 1 milliard, comme vous dites, c'est peanuts. C'est pas ça le problème, c'est l'appel d'air. Donc à ce moment-là, mais ils n'ont pas le courage de politique, vous voyez, de défendre ça. Non, 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 non. Voilà. Alors moi, je leur ai répondu. Ils vont dire, ah, c'est 1 milliard, oh là là. Ah, c'est ça. Alors moi, je leur ai répondu, écoutez, on distribue dans la nation et on prend en charge dans la nation un médicament qui s'appelle les statines. C'est quoi ce truc-là? C'est juste pour éviter que les gens fassent du sport. Ça leur donne bonne conscience, au lieu d'aller faire du sport. Et on dépense 1,6 milliard sur la prescription de statines. Alors, arrêtons de rembourser les statines et votre milliard, vous l'avez. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, arrêtez de rembourser les statines. Prenez 1 milliard, vous le versez sur l'aide médicale d'État, il vous reste 600 000 euros pour faire de la pub et dire aux gens, faites du sport. Plutôt que manger 5 fruits et légumes, d'ailleurs, faites du sport, ce sera beaucoup mieux. Quoique, on le dit, bon, je suis de mauvaise foi, parce qu'on le dit, on leur dit, il faut marcher 30 minutes par jour. Bon, ok. Mais voilà. Bon, je veux dire, rembourser, alors ça pose aucun problème, hein, de rembourser un médicament dont l'usage est quand même, bon, discutable, puisqu'il suffit que les gens aient une vie saine, hein, donc mieux manger et faire un peu de sport, pour leur éviter d'avoir à prendre des statines. Et là, on récupère 1,6 milliard. Bon, non, ça gêne pas. Mais ça va de pair avec la prévention. Hein. C'est pas de la prévention, les statines, en plus. Non, justement. C'est dédouaner la responsabilité du médecin. C'est tellement plus commode. Que dit la prescription, enfin, que disent les directives sur les prescriptions des statines? C'est donc l'attitude générale. Oui, le patient développe un peu de cholestérol. Oui, il a pris un peu de poids. Donc, on lui dit, oh, écoutez, vous faites un régime pendant 1 mois, on va voir ce qui se passe. OK? Il revient 1 mois après, bah, évidemment, ça a bougé. Hein, en 1 mois, qu'est-ce que vous dites que, voilà. Rien n'a bougé. Et là, on lui dit, ah ben, on va vous donner des statines. Bon. D'accord.
Alors, on peut toujours critiquer les États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, l'assurance va vous dire « Oh là, c'est pas bien ça, vous avez pris du poids, donc on va vous inscrire à un programme de gym. Vous allez Génial. être obligé d'aller faire de la gym en salle 2 ou 3 fois par semaine, sous contrôle médical. » Ah ben oui, Ah, sinon, on vous rembourse plus vos soins. Alors, ça marche pas forcément mieux. On voit bien que c'est le pays où il y a le plus d'obèses au monde. Mais bon, ils ont un voilà, McDo tous les 100 mètres aussi, hein, je veux dire, et quand on a un McDo ou un fast-food tous les 100 mètres, je veux dire, c'est malheureusement, la volonté a des limites. bien Euh, sûr. un enfant qui grandit dans cet environnement-là, il est malheureusement addict à la malbouffe. Non, non, mais c'est sûr. Enfin bon, voilà, il y a quand même cette volonté d'accompagner les gens. Alors, on ne se réfugie pas dans les statines, hein, on se réfugie sur effectivement l'activité physique, l'accompagner. L'assurance va accompagner le patient. Bon, ça marche pas, bon, ça c'est autre chose, mais en tout cas, il y a cette volonté d'accompagner le patient. En France, l'accompagner, c'est quoi? C'est vous revenez me voir tous les 6 mois, je vous prescris vos boîtes de statines, quoi. Ouais. Ou l'hypolipidémiant, dans un autre cas. Bon, ce sera ou des statines ou du fénofibrate. Ok, mais bon, voilà quoi. Sinon, juste pour en revenir, parce que là, on touche bientôt à la fin. Pour en revenir au niveau des innovateurs, startups et autres qui voudraient se lancer dans des projets dans le domaine de la santé, bon, on a bien compris que le contexte est assez compliqué en France pour des partenariats avec des hôpitaux, des choses comme ça. De votre expérience, finalement, quel pays européen, déjà pour commencer, est le pays le plus intéressant pour ce type de projet? C'est-à-dire, en gros, pour une startup qui veut se lancer dans un domaine, voilà, avec un projet de e-santé, par exemple, La quel est Suisse. le les Suisses? C'est pas moi qui Non l'ai pas dit. parce que vous en avez parlé, Benjamin, mais parce que c'est une réalité. Moi, j'ai Ouais. développé beaucoup de partenariats avec les Suisses sur des projets concrets de recherche. La Belgique aussi. Mmh. L'université de Louvain est très dynamique par rapport à ça, donc elle travaille D'accord. énormément en lien avec la fac de médecine, donc ils sont très dynamiques sur ces projets-là. Mais je mettrai la Suisse quand même en premier, si On on est veut d'accord. rester dans un contexte européen. Oui, tout à fait. Et Maintenant, si sinon, on en veut dehors, aller à ouais. l'international, alors là, aux États-Unis, sans problème. Canada également, j'imagine? Canada aussi, oui, bien sûr, j'avais oublié le Canada. Oui, Canada. Bon, c'est très anglo-saxon aussi, hein, Canada. Oui, ah bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même s'il y a la touche un peu française. Oui, mais ce qui peut intéresser justement les startups pour démarrer, des fois, d'être dans un milieu francophone, pour une startup française, ça peut être sympathique aussi au début, c'est pour ça. Non, Mais absolument. oui, je vous rejoins sur la Suisse, effectivement. Heu, moi qui travaille beaucoup de startups et d'entreprises, la Suisse est un terreau fertile pour tout ce qui est dans le domaine de la santé. Ça, c'est magnifique pour ces entreprises-là, Complètement, c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. complètement. Voilà, c'est quand même malheureux de dire, c'est pas en France que vous allez trouver votre bonheur, quoi. Non, mais je pense que c'est un message important à transmettre, à tous ces entrepreneurs justement, Ah, qui sachent un petit peu où démarrer aussi parce que malheureusement l'aventure entrepreneuriale est quand même très complexe. Il y a déjà tellement de bâtons dans les roues qui sont mises, par plein de choses. Si en plus de ça, on démarre dans un milieu où de toute façon, entre guillemets, y on trouvera pas de partenariat, on ne pourra pas faire d'études croisées avec un laboratoire ou avec un hôpital, bah, on risque très vite de s'essouffler. Alors que c'est possible, hein. Moi, je dis pas que c'est impossible. ah oui, Personnellement, non, bien sûr, bien sûr. j'ai trouvé des partenariats tout au long de ma carrière, hein, donc ça mais beaucoup ont échoué. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée qu'on s'investisse. Harry s'en souvient, qu'on s'investisse sur des projets pour arriver à un échec. Ça fait Mmh. partie des règles du jeu, il faut le Oui, savoir. On peut y passer du temps, 1 an, 2 ans, à essayer de nouer un partenariat, et puis finalement, ça va capoter pour une raison X, Y, Z, souvent financière d'ailleurs. Donc, il faut accepter l'idée que voilà, ce sera beaucoup plus compliqué en France, beaucoup plus lent aussi, et que on ne va pas tomber sur bon partenaire tout de suite. Mais ça peut se faire, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Moi sûr. Non, mais c'est personnellement, je suis arrivé à monter plein de projets de recherche. non, bien sûr, c'est juste histoire de se mettre le plus de chances de notre côté, en fait, quelque part. Parce que Alors plus de chance, il faut aller ailleurs, ça c'est sûr.
Ce qui n'empêche pas de courir les 2 lièvres en même temps, hein. On peut Tout courir à la fait, Suisse tout à fait. et D'où l'avantage de la Belgique et de la Suisse qui sont limitrophes à la France. Donc en en fait, plus, hein. C'est travailler pas le entre bout du guillemets sur monde, les. hein, donc Oh bah voilà, non, c'est juste à côté. Donc juste à côté, le TGV y va, voilà, il y a pas de souci, hein. Et en Belgique et en Suisse d'ailleurs. ouais. Donc il y a pas de souci. Donc voilà, faut savoir que ce sera, ça prendra plus de temps, hein, pour Mhm. les raisons d'ailleurs principales que j'ai invoquées tout à l'heure, qui est celle d'une contrainte budgétaire où Bien sûr. aujourd'hui le directeur d'hôpital n'a pas les moyens de consacrer des fonds à la recherche. Voilà, aujourd'hui son fonds de commerce, c'est de soigner les gens et c'est pas de faire de la recherche, même dans un CHU. Ouais. Bon, donc ça veut dire que en fait, les financements dans un CHU qu'on pourra obtenir, ce sont des financements extérieurs qui ne viendront pas de l'hôpital et qui viendront d'appels d'offres publics, qui sont d'ailleurs d'une excessive rareté, de plus en plus, pour simplement la raison suivante, qui est que les fonds publics disponibles à la recherche sont voilà, de plus en plus limités. Et après, on se demande pourquoi les chercheurs partent à l'étranger. C'est bizarre, hein? Moi qui pensais que les chercheurs ne vivaient que d'amour et d'eau fraîche. Ah ouais. On essaie, hein, mais bon, voilà, c'est pas toujours facile. On essaie, mais bon, voilà. Didier, est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez, les messages Bah, que oui, moi, je vous ai donné mes 3 axes Mhm. principaux. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr. On pourrait discuter. peut-être éventuellement pour conclure, est-ce que vous aurez une vision sur l'évolution de l'hôpital public, sur l'évolution des cliniques privées, au niveau hexagonal, quel va être le futur proche du système de santé, de la prise en charge des patients? Est-ce qu'il y aura que alors, moi j'ai rencontré ça en France il y a pas longtemps quand je suis rentré. Il y a des choses qui n'existaient pas avant, j'ai découvert ça. C'est des espèces de mini-urgences de ville. C'est-à-dire, vous avez des équipes médicaux qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 sur 24, et qui prennent en charge une partie des urgences de l'hôpital. Parce que de toute manière, si vous allez à l'hôpital, ils vont vous mettre sur un brancard et puis le lendemain, il n'y aura personne qui vous aura vu, donc autant ne pas y aller. Et donc, vous allez dans ces trucs-là, c'est en ville, vous avez des urgences, et on vous prend en charge, on vous fait des premiers examens, des prises de sang, on vous met du goutte à goutte, enfin, il y a des choses que votre médecin traitant ne peut pas faire. Vous voyez, on est entre le médecin traitant et les urgences pures. Et ensuite, ils peuvent éventuellement vous renvoyer faire d'autres examens en ville, des scanners ou des choses comme ça. Et une fois que vous avez votre petit bilan total, là, à ce moment-là, ils vont vous orienter vers un médecin spécialisé, etc. J'ai Alors, trouvé ça assez intéressant. Et est-ce que vous pensez que c'est le futur ou non? pour moi, c'est complètement le futur. Je vais même plus loin, je l'extrapole, puisqu'on avait parlé la dernière fois des territoires de santé. Donc, pour moi, il y a un territoire de santé, alors à définir, mais sur ce territoire de santé, il y a un centre de santé de référence qui permet effectivement l'accueil de premier niveau. Donc les urgences, c'est plus pour moi à l'hôpital. Les urgences, c'est dans le centre de santé qui est équipé, qui peut faire des radios, qui peut faire un scanner si besoin, qui peut même être équipé d'IRM si on veut, selon les besoins de la population, ça c'est à déterminer. Voilà, donc dans lequel on mettra une assistante sociale, un psychologue, enfin voilà, ce dont on a besoin pour répondre à un premier niveau, C'est ça. entre guillemets, d'urgence. Voilà. Donc Poser le centre de santé fait le pré-tri et l'hôpital ne doit plus être l'accueil des urgences. L'hôpital, c'est le lieu d'hospitalisation, c'est-à-dire c'est le moment où on ne peut plus prendre en charge en ville la personne, où il faut effectivement un plateau technique. Donc pour moi, l'hôpital doit être amené à se spécialiser, ne plus accueillir à tout va les urgences, etc. C'est plus un centre de tri, c'est plus un plateau de tri. Le plateau de tri, c'est au niveau du centre de santé, ramener un territoire de santé. Ça, c'est très important pour moi. Cette notion de territoire, alors ça veut dire évidemment selon les territoires, selon la population du territoire, un ou plusieurs centres hein, de référence, et qui assure aussi une continuité des soins. H24, 7 jours sur 7. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un médecin, il y en a un. Oui, tout à fait. Voilà. Ils ont alors
pour revenir encore en Suisse. Ils ont un petit peu ça effectivement en Suisse. Ils ont des centres de santé qui sont décorrélés des hôpitaux, où il y a des médecins effectivement, alors pas 24 heures sur 24, mais jusqu'à très très tard le soir et à partir de très tôt le matin. Et voilà, ils font office un peu d'urgence, entre guillemets, et c'est là qu'ils trient effectivement. Et puis des fois, ils envoient à l'hôpital, ou des fois ils traitent sur place. Mais il y a cette notion-là, et on en a au moins, j'ai envie de dire, un ou deux par ville, en fonction de la taille de la ville. Et c'est voilà, ça a vraiment la fonction que vous décrivez là, en fait. Et ça marche bien. Hein. Ah bah oui, ça marche très bien. Ah oui, non, mais voilà. Alors, même sans aller jusqu'à un accueil H24, un système d'astreinte Oui. permet de répondre effectivement à un besoin d'urgence. Mmh. Hein, donc ça, c'est pas un souci. Voilà, on peut simplement par un système d'organisation différent avoir quelque chose de beaucoup plus efficient. Et ça, je pense que c'est fondamental à voir. Alors, ce qui pose la question de l'hôpital privé quand même, hein. Quelle est la place dans un tel dispositif de l'hôpital privé? Moi, je pense qu'il faut quand même revenir aux fondamentaux, la notion de solidarité, donc qui doit passer par l'hôpital public, la continuité des soins qui doit passer par un système public. Et donc, effectivement, peut-être que le privé doit se recentrer sur une clientèle, entre guillemets, C'est sûr. qui a, allez, on va dire les choses comme elles sont, qui a peut-être plus les moyens, ou qui ne souhaite pas attendre, ou voilà. Et de toute façon, vous allez me dire, ah ben oui, c'est une médecine à 2 vitesses que je propose. Non, elle existe déjà, la médecine à Elle 2 existe déjà, vitesses. tout à fait. Et elle existe, pour revenir en Suisse, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'il y a des cliniques privées, des cliniques publiques, et voilà. Et c'est effectivement, on pourrait dire une médecine à 2 vitesses, mais de par justement ce type de système un petit peu optimisé, j'ai l'impression en tout cas qu'ils ont en Suisse par rapport à la France, et qui correspond un petit peu à ce que vous proposez, c'est pas tant vraiment de vitesse, parce qu'en fait on est très très bien pris en charge par la médecine publique en Suisse. Enfin, moi j'ai malheureusement eu le besoin d'y passer, donc je peux témoigner là-dessus. Et la médecine privée à côté se spécialise effectivement sur certains domaines bien précis, ou alors sur vraiment des clientèles de luxe, parce qu'ils vont proposer des services en plus, des choses comme ça. Mais voilà, c'est pas vraiment une médecine à 2 vitesses. J'ai envie de dire, comme voyager dans un avion en économique ou en première classe. On arrive à la même destination, mais on a fait un voyage plus ou moins agréable. J'ai envie de dire, voilà, c'est la grosse différence, elle est là, finalement. Moi, j'ai envie de dire que si les gens ont envie d'avoir un portier qui leur ouvre la porte quand ils vont à l'hôpital, après tout, c'est leur choix, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, s'ils préfèrent arriver en limousine à l'hôpital plutôt qu'en ambulance, voilà. Ah oui, absolument. À partir du moment où on ne déshabille pas l'un pour habiller l'autre, ça me gêne Voilà, pas. c'est ça, exactement. Donc, voilà. Donc, l'orientation, ça doit être ça. Alors, bien sûr, ça suppose aussi une réforme du financement, hein, voilà, et notamment de l'hôpital. On a vu que c'était quand même le point le plus sensible, hein, aujourd'hui. Donc, on a quand même un hôpital qui est exsangue, hein, faut le dire. Il n'y a plus de moyens financiers, mais il n'y a plus de moyens humains non plus. Hein, je veux dire qu'un hôpital qui n'a pas les moyens de payer ses médecins, les médecins ils vont dans le privé. Hein. Forcément. Voilà, c'est clair. Hein, les médecins qui ont la vocation rentrer dans les ordres, bon, j'y crois plus trop quand même. Donc, les médecins ont une attente en termes de rémunération, et que s'ils ne l'obtiennent pas, ils vont la chercher ailleurs. Le praticien hospitalier va être une espèce en mode d'extinction. Oui, dans l'orientation actuelle, mais il est toujours temps de réorienter les choses. Hein. Notre président de la République a quand même annoncé que la T2A, c'était fini. Personne n'a rien compris quand il l'a dit, parce que personne ne voyait à quoi ça faisait allusion. Mais bon, il est quand même question de remettre en cause la T2A. Moi, je dis, il ne fallait même pas la mettre en œuvre. Bon, l'erreur, elle était là. On n'aurait même pas eu besoin de la remettre en cause. Mais bon, en même temps, il y a cet effet d'annonce, donc il faut en finir avec la T2A. On ne sait pas quand. Hein. Bon, voilà, j'aimerais bien savoir si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, demain. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce que tu proposes à la place, quoi? C'est bien de finir avec la T2A, moi j'en suis convaincu.
Mais qu'est-ce qu'on met à la place? Hein, donc, je veux dire que ça suppose une réforme complète de fond du système, ce qui n'a jamais été fait en France depuis l'introduction en 1945 du système actuel. Donc, l'avenir du système passe par une réforme de fond et une organisation complètement différente. Il faut arrêter de dire que les médecins sont des professions libérales. C'est pas vrai, ce sont des salariés de la Sécu, que ça leur plaise ou pas, c'est la réalité. Ils arrêtent de dire qu'ils sont professions libérales. Ils veulent toujours être payés par le patient. Bah, c'est très bien, mais la réalité, c'est que c'est quand même la Sécu qui les paye. Absolument. Donc voilà, il faut qu'ils acceptent l'idée qu'ils soient, d'une certaine façon, fonctionnaires. Hein. Non, mais ou à ce moment-là, s'ils y tiennent à ce mot libéral, à ce moment qu'ils se déconventionnent. C'est quand même fantastique. Alors, ils ont un syndicat des syndicats qui les représentent. Le syndicat, c'est le propre du salariat. Hein. Bon. Donc, en même temps, ils veulent le statut de salarié tout en disant mais non, on est profession libérale. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes profession libérale, vous n'êtes pas syndiqué. Et donc, il n'y a pas de convention. Voilà. Donc, voilà, il faut accepter l'idée que les médecins doivent être effectivement des fonctionnaires et l'idée que on reconnaisse leurs compétences au travers d'une rémunération digne de ce nom et correcte. Moi, je dis que payer un généraliste 25 €, c'est se moquer de la tête des gens, quoi. Enfin, je veux dire, parce qu'il faut quand même mesurer qu'une consultation à 25 €. Faites le compte, hein, c'est très simple. Hein. Ça veut dire quoi? Le généraliste, il envoie 4 par heure. Donc, ça fait 100 €. Il a 50% de frais. Il lui reste 50 €. Il est payé 50 € net de l'heure. Après, il paye des impôts là-dessus. Il payait 25 € de l'heure, net, dans sa poche. Ça dépend du niveau de rémunération, parce qu'après, ça dépend du nombre d'actes qu'il fait, effectivement. Bien sûr. S'il fait des journées jusqu'à 22 heures, voilà, il fera 10 000 € par mois, bon, 15 000 € par mois. Très bien. Donc, il sera dans un taux d'imposition plus élevé. Mais quand même, je veux dire que payer les gens, indépendamment de leur niveau de revenu, 50 € de l'heure pour une spécialisation de ce type, aussi, oui. voilà, moi en tant qu'expert, quand je vais faire des expertises à l'étranger, je ne prends pas 50 € de l'heure, quoi. Enfin, je veux dire qu'à 50 € de l'heure, je reste chez moi, ça m'intéresse pas. Bien sûr. Non, mais on est d'accord. Je pense que tous les trois, nous en sommes là. C'est que c'est des chiffres qui, effectivement, sont extrêmement bas pour des spécialisations très élevées et un intérêt public phénoménal, parce qu'on parle quand même de sauver la vie des gens au final, quelque part. Donc, et même faire de la prévention. Enfin, je veux dire, voilà. On peut en demander plus aux médecins si on les rémunère plus aussi. On peut leur demander de faire de la prévention. Mais voilà, c'est pas dans la culture française de faire de la prévention. Pourtant, il y a quelque chose là, un lien à nouer avec le médecin généraliste qui doit, normalement, faire cette prévention, assurer un accompagnement et une prévention. Bon. C'est pas fait, donc il y a du travail. Alors moi, je dis, il faut mieux payer les médecins, mais c'est aussi un donnant-donnant, hein, c'est-à-dire qu'on les paye mieux, mais ils en font aussi un petit peu plus, quand même. C'est-à-dire un meilleur accompagnement qualitatif de la personne, de l'individu, et que c'est pas forcément se limiter à un quart d'heure déshabillage et rhabillage compris. S'il faut plus, c'est plus. Voilà. Quitte d'ailleurs à ce qu'on les rémunère plus, hein, ça c'est pas un souci en soi. Bon, voilà. Le mot de la fin, écoutez, on a fait, je pense, un beau panorama là avec Didier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin. Oui. Je pense juste un truc, c'est que pour les startups, justement, encore une fois, je reviens dessus parce que c'est nos principaux auditeurs. Je pense que quand ils font un business plan, généralement, ils ont l'habitude d'avoir une vision très business, justement, de leur projet, technique aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas du tout une vision de l'économie de la santé appliquée à leur business plan. Et alors, Didier, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que ça ne vaudrait pas la peine, effectivement, que ces business plans, leur business model, soient aussi revus d'une certaine manière
par quelqu'un avec une connaissance en économie de la santé pour justement un petit peu leur dire, bah là, ça va coincer, ou non, là, oui, là, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, bien sûr, parce que l'économiste de la santé est aussi un chercheur, hein, quelque part. Hmm. Donc, il a aussi cette vision, enfin personnellement, en tout cas, moi j'ai cette vision, de toucher du doigt finalement les conséquences d'un Mhm. investissement, etc. Je peux vous dire très vite combien ça va coûter en homme-jour, combien ça va générer de nécessité de sous derrière, Ouais, enfin, de ouais, ouais. financement, etc. C'est quelque chose qui est assez facile et d'autant plus nécessaire si on demande un budget de financement à des organismes de financement, en général publics ou parapublics. Tout à fait. On demande un budget de toute façon Ouais, ouais. d'office. Hein, donc, il faut le produire, ce budget. Il est nécessaire et donc ça fait partie intégrante effectivement du business plan. Donc l'économiste de la santé est une aide parce qu'il est capable de valoriser très vite et facilement les profils qui sont nécessaires au projet Mhm. et donc de mettre une ligne à côté de chaque financière et Oui, donc tout à fait. de déterminer effectivement le budget définitif nécessaire. Et puis c'est important parce que il a aussi l'expérience, enfin moi personnellement j'ai aussi l'expérience des appels d'offres en tant que jury aussi de ces Mhm. appels d'offres sur les projets qui sont déposés. Donc du coup on a aussi cette expérience sur ce qu'il faut faire et pas faire, Ouais, ce ouais. qui passe, ce qui passe pas. Par rapport à l'ampleur de l'appel d'offres, moi je suis capable de vous dire, oh là, si vous voulez un budget d'1 million, ça passe pas. C'est pas la peine. Ça sera évacué tout de suite. Donc Ouais, ça ouais. peut être un plus effectivement important parce qu'il faut aussi bien mesurer qu'en fonction du commanditaire ou du financeur auquel on s'adresse pas de la même façon à chaque fois. Tout à fait. Et Et je que, pense en plus que... Pardon, ouais. allez-y. Non, non, allez-y. Non, je Et- pensais... Ah, bah, allez. non, non, mais allez-y, c'est pas grave. Non, je pense en plus que ça apporte une très grande crédibilité aussi au projet, si justement le business plan a été revu par un économiste de la santé, et donc quelque part, ça apporte du poids et c'est pas juste entre guillemets, 2 start-upers. Alors, j'ai rien, enfin, ils sont extrêmement qualifiés, tout ça, il y a pas de souci. Mais n'étant pas des économistes généralement de la santé, cet aspect-là peut leur échapper, peut-être sous-estimé aussi, ou même surestimé. Alors que voilà, si on sait que c'est un économiste de la santé qui est passé derrière et qui s'est assuré un petit peu des chiffres, ça donne beaucoup plus de poids et de crédibilité au business plan ainsi généré. Voilà. Non, non, mais tout à fait. Et puis ça permet d'avoir l'ampleur du budget, ça permet d'assurer effectivement un certain nombre de choses par rapport notamment aux appels d'offres qu'on peut soumettre. Parce que si vous allez voir un directeur d'hôpital et vous lui demandez 500 000 euros, c'est même pas la peine, quoi. Si vous lui demandez 5 000, ça peut passer. Mais bon, voilà, on n'est pas sur la même dimension. Hein. C'est sûr. Donc Parfait. voilà, donc oui, oui, c'est important parce que, comme je disais la dernière fois aussi, on est peu nombreux. Donc du Ouais. coup, on a des casquettes multiples donc, qui permettent effectivement d'être un peu des deux côtés. Moi, j'ai eu la chance d'être des deux côtés, d'être à la fois demandeur de financement et à la fois aussi évaluateur des projets de financement. Donc j'ai eu aussi les deux aspects. Et donc, ça me permet de ne pas commettre des erreurs Mmh. basiques, par exemple de demander trop ou que sais-je, ou pas demander la bonne ligne budgétaire. Ou, voilà. Il y a des codes quand même par rapport aux appels d'offres. Et donc, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et ça, bah, ça ne s'apprend pas comme ça. Enfin, ou ça s'apprend, mais au décours des échecs. C'est ça. Donc du coup, c'est un peu embêtant parce que ça évite d'aller directement là où les choses se font, quoi. Voilà. Donc Parfait. ça évite des errements. Bon, c'est pas Parfait. pour autant que ça passera là, hein, c'est pas parce qu'il y a Ah un appel non, ça n'a rien à voir. Non, non, mais que ça passera parce que bien sûr, bien sûr. les appels d'offres sont quand même très, très concurrentiels. Hein. Je vous donne un chiffre quand même sur les appels d'offres publics. Vous avez en gros
quand il y a un appel d'offres public, vous avez 120, 130 candidats, enfin dossiers déposés, quoi, pour financer, allez, 5-6 projets, quoi. Ouais. Voilà. Donc ça nous donne l'ordre de grandeur. Donc autant se mettre des atouts dans la poche. Supplémentaires, tout à fait. Parfait. Voilà. Donc, pour des financements d'ailleurs modestes, hein, je veux dire que le taux d'échec est très important pour avoir au final 3 francs 6 sous, quoi. Très souvent. En tout cas dans les financements publics. Hein. Oui, Je disais, hein, le financement public, allez, c'est 24 millions d'euros, quoi. Bon, pas loin. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a une bonne vision. Benjamin, je crois qu'on a fait le tour, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parfait. Excellent. Merci beaucoup Didier. Oui, merci Didier. C'était encore une fois un plaisir. Passionnant, instructif et motivant aussi, parce qu'on se dit il y a des choses à faire, des choses à améliorer, et puis votre prisme de lecture des choses est différent de la nôtre, et donc c'est vraiment très enrichissant. C'est vraiment un plaisir de vous avoir et d'avoir eu cet échange avec vous. Merci infiniment Didier. Oui, un grand merci. Merci à vous pour l'invitation et puis le plaisir aussi partagé. Voilà. Merci.